Bonsoir à tous, bienvenue sur Daywitch. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Madame de Staël que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre le début de la lecture de Corinne ou l'Italie. Nous retrouvons donc notre cher Oswald qui part en Italie pour sa santé et qui se fait la compagnie du comte d'Herfeuil qui lui part également à Rome pour ses affaires. Nous en sommes au chapitre 4 de cette histoire. Une circonstance imprévue accrut beaucoup le sentiment de respect que le comte d'Herfeuil éprouvait déjà, presque à son insu, pour son compagnon de voyage. La santé de Lord Nelvil l'avait contrainte de s'arrêter quelques jours à Ancône. Les montagnes et la mer rendent la situation de cette ville très belle et la foule de Grecs qui travaillent sur le devant des boutiques, assis à la manière orientale, la diversité des costumes des habitants du Levant qu'on rencontre dans les rues, lui donne un aspect original et intéressant. L'art de la civilisation tend sans cesse à rendre tous les hommes semblables en apparence et presque en réalité. Mais l'esprit et l'imagination se plaisent dans les différences qui caractérisent les nations. Les hommes ne se ressemblent entre eux que par l'affectation ou le calcul, mais tout ce qui est naturel est varié. C'est donc un petit plaisir, au moins pour les yeux, que la diversité des costumes, elle semble promettre d'une manière nouvelle de sentir et de juger. Le culte grec, le culte catholique et le culte juif existent simultanément et paisiblement dans la ville. Les cérémonies de ces religions diffèrent extrêmement entre elles, mais un même sentiment s'élève vers le ciel dans ces rites divers, un même cri de douleur, un même besoin d'appui. L'Église catholique est au haut de la montagne et domine à pic sur la mer. Le bruit des flots se mêle souvent au chant des prêtres. L'église est surchargée dans l'intérieur d'une foule d'ornements d'assez mauvais goût, mais quand on s'arrête sous le portique du temple, on aime à rapprocher le plus pur des sentiments de l'âme, la religion, avec le spectacle de cette superbe mer sur laquelle l'homme jamais ne peut imprimer sa trace. La terre est travaillée par lui, les montagnes sont coupées par ses routes, les rivières se resserrent en canaux pour porter ses marchandises. Mais si les vaisseaux sillonnent un moment les ondes, la vague vient effacer aussitôt cette légère marque de servitude et la mer reparaît telle qu'elle fut au premier jour de la création. Lord Nelvil avait fixé son départ pour Rome au lendemain. Lorsqu'il entendit pendant la nuit des cris affreux dans la ville, il se hâta de sortir de son auberge pour en savoir la cause et vit un incendie qui partait du port et remontait de maison en maison jusqu'au haut de la ville. Les flammes se répétaient au loin dans la mer, le vent, qui augmentait leur vivacité, agitait aussi leur image dans les flots et les vagues soulevées réfléchissaient de mille manières les traits sanglants d'un feu sombre. Les habitants d'Ancône, n'ayant point chez eux de pompe en bon état, se hâtaient de porter avec leurs bras quelques secours. On entendait, à travers les cris, le bruit des chaînes des galériens employés à sauver la ville qui leur servait de prison. Les diverses nations du Levant, que le commerce attire à Ancône, exprimaient leur effroi par la stupeur de leurs regards. Les marchands, à l'aspect de leurs magasins en flammes, perdaient entièrement la présence d'esprit. Les alarmes pour la fortune troublent autant le commun des hommes que la crainte de la mort et n'inspirent pas cet élan de l'âme, cet enthousiasme qui fait trouver des ressources. Les cris des matelots ont toujours quelque chose de lugubre et de prolongé que la terreur rendait encore bien plus effrayant. Les mariniers sur les bords de la mer Adriatique sont revêtus d'une capote rouge et brune très singulière, et au milieu de ce vêtement sortait le visage animé des Italiens qui peignaient la crainte sous mille formes. Les habitants, couchés par terre dans les rues, couvraient leurs têtes de leurs manteaux comme s'il ne leur restait plus rien à faire qu'à ne pas voir leur désastre. D'autres se jetaient dans les flammes sans la moindre espérance d'y échapper. On voyait tour à tour une fureur et une résignation aveugles, mais nulle part le sang-froid qui double les moyens et les forces. Oswald se souvint qu'il y avait 2 bâtiments anglais dans le port, et ces bâtiments ont à bord des pompes parfaitement bien faites.
Il courut chez le capitaine et monta avec lui sur un bateau pour aller chercher ses pompes. Les habitants qui le virent entrer dans la chaloupe lui criaient « Ah, vous faites bien, vous autres étrangers, de quitter notre malheureuse ville. »« Nous allons revenir, dit Oswald. » Ils ne le crurent pas, et il revint pourtant, établit l'une de ses pompes en face de la première maison qui brûlait sur le port et l'autre vis-à-vis de celle qui brûlait au milieu de la rue. Le comte d'Herfeuil exposait sa vie avec insouciance, courage et gaieté. Les matelots anglais et les domestiques de Nord-Nelville vinrent tous à son aide, car les habitants d'Ancon restaient immobiles, comprenant à peine que ce que ces étrangers voulaient faire, et ne croyant pas du tout à leur succès. Les cloches sonnaient de toutes parts. Les prêtres faisaient des processions. Les femmes pleuraient en se prosternant devant quelques images de saints au coin des rues. Mais personne ne pensait au secours naturel que Dieu a donné à l'homme pour se défendre. Cependant, quand les habitants aperçurent les heureux effets de l'activité d'Oswald, quand ils virent que les flammes s'éteignaient, que leur maison serait conservée, ils passèrent de l'étonnement à l'enthousiasme. Ils se pressaient autour de Lord Nelville et lui baisaient les mains avec un empressement si vif qu'il était obligé d'avoir recours à la colère pour écarter de lui tout ce qui pouvait retarder la succession rapide des ordres et des mouvements nécessaires pour sauver la ville. Tout le monde s'était rangé sous son commandement parce que, dans les plus petites comme dans les plus grandes circonstances, dès qu'il y a du danger, le courage prend sa place. Dès que les hommes ont peur, ils cessent d'être jaloux. Oswald, à travers la rumeur générale, distingua cependant des cris plus horribles que tous les autres qui se faisaient entendre à l'autre extrémité de la ville. Il demanda d'où venaient ces cris. On lui dit qu'ils partaient du quartier des Juifs. L'officier de police avait coutume de fermer les barrières de ce quartier le soir et l'incendie gagnant de ce côté, les Juifs ne pouvaient s'échapper. Oswald frémit à cette idée et demanda qu'à l'instant le quartier fût ouvert. Mais quelques femmes du peuple qui l'entendirent se jetèrent à ses pieds pour le conjurer de n'en rien faire. « Vous voyez bien, disait-elle, oh notre bon ange, que c'est sûrement à cause des Juifs qui sont ici que nous avons souffert cet incendie. Ce sont eux qui nous portent malheur. Et si vous les mettez en liberté, toute l'eau de la mer n'éteindra pas les flammes. » Et elle suppliait Oswald de laisser brûler les Juifs avec autant d'éloquence et de douceur que si elles avaient demandé un acte de clémence. Ce n'étaient point de méchantes femmes, mais des imaginations superstitieuses vivement frappées par un grand malheur. Oswald contenait à peine son indignation en entendant ces étranges prières. Il envoya 4 matelots anglais avec des haches pour briser les barrières qui retenaient les malheureux, et ils se répandirent à l'instant dans la ville, courant à leurs marchandises au milieu des flammes avec cette avidité de fortune qui a quelque chose de bien sombre quand elle fait braver la mort. On dirait que l'homme, dans l'état actuel de la société, n'a presque rien à faire du simple don de la vie. Il ne restait plus qu'une maison au haut de la ville, que les flammes entouraient tellement qu'il était impossible de les éteindre, et plus impossible encore d'y pénétrer. Les habitants d'Ancon avaient montré si peu d'intérêt pour cette maison que les matelots anglais, ne la croyant point habitée, avaient ramené leurs pompes vers le port. Oswald lui-même, étourdi par les cris de ceux qui l'entouraient et l'appelaient à leur secours, n'y avait pas fait attention. L'incendie s'était communiqué plus tard de ce côté, mais y avait fait de grands progrès. Lord Nelville demanda si vivement quelle était cette maison qu'un homme enfin lui répondit que c'était l'hôpital des fous. À cette idée, toute son âme fut bouleversée. Il se retourna et ne vit plus aucun de ses matelots autour de lui. Le comte d'Herfeuil n'y était pas non plus. Et c'était en vain qu'il se serait adressé aux habitants d'Ancon. Ils étaient presque tous occupés à sauver ou à faire quelque chose pour sauver leurs marchandises, et trouvaient absurde de s'exposer pour des hommes dont il n'y avait pas un qui ne fût fou sans remède. « C'est une bénédiction du ciel, disait-il, pour eux et pour leurs parents, s'ils meurent ainsi sans que ce soit la faute de personne. » Pendant que l'on tenait de semblables discours autour d'Oswald, il marchait à grands pas vers l'hôpital et la foule qui le blâmait le suivait avec un sentiment d'enthousiasme involontaire et confus. Oswald, arrivé près de la maison, vit, à la seule fenêtre qui n'était pas entourée par les flammes, des insensés qui regardaient les progrès de l'incendie et souriaient de ce rire déchirant qui suppose ou l'ignorance de tous les maux de la vie ou tant de douleur au fond de l'âme qu'aucune forme de la mort ne peut plus épouvanter. Un frissonnement inexprimable s'empara d'Oswald à ce spectacle.
il avait senti, dans le moment le plus affreux de son désespoir, que sa raison était prête à se troubler. Et, depuis cette époque, l'aspect de la folie lui inspirait toujours la pitié la plus douloureuse. Il saisit une échelle qui se trouvait près de là, il l'appuie contre le mur, monte au milieu des flammes et entre par la fenêtre dans une chambre où les malheureux qui restaient à l'hôpital étaient tous réunis. Leur folie était assez douce pour que dans l'intérieur de la maison tous fussent libres, excepté un seul qui était enchaîné dans cette même chambre où les flammes se faisaient jour à travers la porte, mais n'avaient pas encore consumé le plancher. Oswald apparaissait au milieu de ces misérables créatures, toutes dégradées par la maladie et la souffrance, produisit sur elles un si grand effet de surprise et d'enchantement qu'il s'en fit obéir d'abord sans résistance. Il leur ordonna de descendre devant lui, l'un après l'autre, par l'échelle que les flammes pouvaient dévorer dans un moment. Le premier de ces malheureux, obéissant, proférait une parole. L'accent et la physionomie de Lord Nelvil l'avaient entièrement subjugué. Un troisième voulut résister, sans se douter du danger que lui faisait courir chaque moment de retard et sans penser au péril auquel il exposait Oswald en le retenant plus longtemps. Le peuple, qui sentait toute l'horreur de cette situation, criait à Lord Nelvil de revenir, de laisser ces insensés s'en tirer comme il le pourrait. Mais le libérateur n'écoutait rien avant d'avoir achevé sa généreuse entreprise. Sur les 6 malheureux qui étaient dans l'hôpital, 5 étaient déjà sauvés. Il ne restait plus que le 6e qui était enchaîné. Oswald détache ses fers et veut lui faire prendre pour échapper les mêmes moyens qu'à ses compagnons. Mais c'était un pauvre jeune homme privé tout à fait de la raison. Et se trouvant en liberté après 2 ans de chaîne, il s'élançait dans la chambre avec une joie désordonnée. Cette joie devint de la fureur lorsque Oswald voulut le faire sortir par la fenêtre. Lord Nelvil, voyant alors que les flammes gagnaient toujours plus la maison et qu'il était impossible de décider cet insensé à se sauver lui-même, le saisit dans ses bras, malgré les efforts du malheureux qui luttait contre son bienfaiteur. Il l'emporta sans savoir où il mettait les pieds tant la fumée obscurcissait sa vue. Il sauta les derniers échelons au hasard et remit l'infortuné qui l'injuriait encore à quelques personnes en leur faisant promettre d'avoir soin de lui. Oswald, animé par le danger qu'il venait de courir, les cheveux épars, le regard fier et doux, frappa d'admiration et presque de fanatisme la foule qui le considérait. Les femmes, surtout, s'exprimaient avec cette imagination qui est un don presque universel en Italie et prête souvent de la noblesse au discours des gens du peuple. Elles se jetaient à genoux devant lui et s'écriaient « Vous êtes sûrement Saint-Michel, le patron de notre ville. Déployez vos ailes, mais ne nous quittez pas. Allez là-haut sur le rocher de la cathédrale, sur le clocher, pour que de là toute la ville vous voie et vous prie. » « Mon enfant est malade, disait l'une. Guérissez-le. » « Dites-moi, disait l'autre, où est mon mari, qui est absent depuis plusieurs années ?» Oswald cherchait une manière de s'échapper. Le comte d'Herfeuil arriva et lui dit en lui serrant la main « Cher Nelvil, il faut pourtant partager quelque chose avec ses amis. C'est mal fait de prendre ainsi pour soi seul tous les périls. Tirez-moi d'ici, lui dit alors Oswald à voix basse. Un moment d'obscurité favorisa leur fuite et tous les deux en hâte allèrent prendre des chevaux à la poste. Lord Nelvil éprouva d'abord quelque douceur par le sentiment de la bonne action qu'il venait de faire, mais avec qui pouvait-il en jouir, maintenant que son meilleur ami n'existait plus? Malheur aux orphelins. Les événements fortunés, aussi bien que les peines, leur font sentir la solitude du cœur. Comment, en effet, remplacer jamais cette affection née avec nous, cette intelligence, cette sympathie de sang, cette amitié préparée par le ciel entre un enfant et son père? On peut encore aimer, mais confier toute son âme est un bonheur qu'on ne retrouvera plus. Chapitre 5. Oswald parcourut la marche d'Ancône et l'état ecclésiastique jusqu'à Rome, sans rien observer, sans s'intéresser à rien. La disposition mélancolique de son âme en était la cause. Et puis, une certaine indolence naturelle à laquelle il n'était arraché que par les passions fortes. Son goût pour les arts ne s'était point encore développé. Il n'avait vécu qu'en France, où la société est tout, et à Londres, où les intérêts politiques absorbent presque tous les autres. Son imagination, concentrée dans ses peines, ne se complaisait point encore aux merveilles de la nature et aux chefs-d'œuvre des arts.
Le comte d'Herfeuil parcourait chaque ville, le guide des voyageurs à la main. Il avait à la fois le double plaisir de perdre son temps à tout voir et d'assurer qu'il n'avait rien vu qui pût être admiré quand on connaissait la France. L'ennui du comte d'Herfeuil décourageait Oswald. Il avait d'ailleurs des prétentions contre les Italiens et contre l'Italie. Il ne pénétrait pas encore le mystère de cette nation ni de ce pays, mystère qu'il faut comprendre par l'imagination plutôt que par cet esprit de jugement qui est particulièrement développé dans l'éducation anglaise. Les Italiens sont bien plus remarquables par ce qu'ils ont été et par ce qu'ils pourraient être que par ce qu'ils sont maintenant. Les déserts qui environnent la ville de Rome, cette terre fatiguée de gloire qui semble dédaigner de produire, n'est qu'une contrée inculte et négligée pour qui la considère seulement sous les rapports de l'utilité. Oswald, accoutumé dès son enfance à l'amour de l'ordre et de la prospérité publique, reçut d'abord des impressions défavorables en traversant les plaines abandonnées qui annoncent l'approche de la ville autrefois reine du monde. Il blâma l'indolence des habitants et de leurs chefs. Lord Nelvil jugeait l'Italie en admirateur éclairé, le comte d'Herfeuil en homme du monde. Ainsi, l'un par raison et l'autre par légèreté. N'éprouvez point l'effet que la campagne de Rome produit sur l'imagination quand on sait pénétrer des souvenirs et des regrets, des beautés naturelles et des malheurs illustres qui répandent sur ce pays un charme indéfinissable. Le comte d'Herfeuil faisait de comiques lamentations sur les environs de Rome. Quoi, disait-il, point de maison de campagne, point de voiture, rien qui annonce le voisinage d'une grande ville. Oh, bon Dieu, quelle tristesse! En s'approchant de Rome, les postillons s'écrièrent avec transport. « Voyez, voyez, c'est la coupole de Saint-Pierre !» Les Napolitains montrent ainsi le Vésuve, et la mer fait de même l'orgueil des habitants des côtes. « On croirait voir le dôme des Invalides !» s'écria le comte d'Herfeuil. Cette comparaison plus patriotique que juste détruisit l'effet qu'Oswald aurait pu recevoir à l'aspect de cette magnifique merveille de la création des hommes. Ils entrèrent dans Rome, non par un beau jour, non par une belle nuit, mais par un soir obscur, par un temps gris qui ternit et confond tous les objets. Et ils traversèrent le Tibre sans le remarquer. Ils arrivèrent à Rome par la porte du peuple qui conduit d'abord au Corso, à la plus grande rue de la ville moderne, mais à la partie de Rome qui a le moins d'originalité, puisqu'elle ressemble davantage aux autres villes de l'Europe. La foule se promenait dans les rues. Des marionnettes et des charlatans formaient des groupes sur la place où s'élève la colonne antonine. Toute l'attention d'Oswald fut captivée par les objets les plus près de lui. Le nom de Rome ne retentissait point encore dans son âme. Il ne sentait que le profond isolement qui serre le cœur quand vous entrez dans une ville étrangère, quand vous voyez cette multitude de personnes à qui votre existence est inconnue et qui n'ont aucun intérêt en commun avec vous. Ces réflexions si tristes pour tous les hommes le sont encore plus pour les Anglais qui sont accoutumés à vivre entre eux et se mêlent difficilement avec les mœurs des autres peuples. Dans le vaste caravansérail de Rome, tout est étranger, même les Romains qui semblent habiter là, non comme des possesseurs, mais comme des pèlerins qui se reposent près des ruines. Oswald, oppressé par des sentiments pénibles, alla s'enfermer chez lui et ne sortit point pour voir la ville. Il était bien loin de penser que ce pays, dans lequel il entrait avec un tel sentiment d'abattement et de tristesse, serait bientôt pour lui la source de tant d'idées et de jouissances nouvelles. Livre 2. Corinne au Capitole. Chapitre 1er. Oswald se réveilla dans Rome. Un soleil éclatant, un soleil d'Italie frappa ses premiers regards, et son âme fut pénétrée d'un sentiment d'amour et de reconnaissance pour le ciel qui semblait se manifester par ses beaux rayons. Il entendit résonner les cloches des nombreuses églises de la ville. Des coups de canon de distance en distance annonçaient quelque grande solennité. Il demanda quelle en était la cause. On lui répondit qu'on devait couronner le matin même, au Capitole, la femme la plus célèbre de l'Italie, Corinne, poète, écrivain, improvisatrice et l'une des plus belles personnes de Rome. Il fit quelques questions sur cette cérémonie consacrée par les noms de Pétrarque et du Tasse, et toutes les réponses qu'il reçut excitèrent vivement sa curiosité.
Il n'y avait certainement rien de plus contraire aux habitudes et aux opinions d'un Anglais que cette grande publicité donnée à la destinée d'une femme. Mais l'enthousiasme qu'inspirent aux Italiens tous les talents de l'imagination gagne, au moins momentanément, les étrangers. Et l'on oublie les préjugés même de son pays, au milieu d'une nation si vive dans l'expression des sentiments qu'elle éprouve. Les gens du peuple à Rome connaissent les arts, raisonnent avec goût sur les statues, les tableaux, les monuments, les antiquités, et le mérite littéraire porté à un certain degré sont pour eux un intérêt national. Oswald sortit pour aller sur la place publique. Il y a entendu parler de Corinne, de son talent, de son génie. On avait décoré les rues par lesquelles elle devait passer. Le peuple, qui ne se rassemble d'ordinaire que sur les pas de la fortune ou de la puissance, était là presque en rumeur pour voir une personne dont l'esprit était la seule distinction. Dans l'état actuel des Italiens, la gloire des beaux-arts est l'unique qui leur soit permise. Et ils sentent le génie en ce genre avec une vivacité qui devrait faire naître beaucoup de grands hommes. S'il suffisait de l'applaudissement pour les produire, s'il ne fallait pas une vie forte de grands intérêts et une existence indépendante pour alimenter la pensée. Oswald se promenait dans les rues de Rome en attendant l'arrivée de Corinne. À chaque instant, on la nommait. On racontait un trait nouveau d'elle, qui annonçait la réunion de tous les talents qui captivent l'imagination. L'un disait que sa voix était la plus touchante d'Italie, l'autre que personne ne jouait la tragédie comme elle, l'autre qu'elle dansait comme une nymphe et qu'elle dessinait avec autant de grâce que d'invention. Tous disaient qu'on n'avait jamais écrit ni improvisé d'aussi beaux vers et que, dans la conversation habituelle, elle avait tour à tour une grâce et une éloquence qui charmaient tous les esprits. On se disputait pour savoir quelle ville d'Italie lui avait donné la naissance, mais les Romains soutenaient vivement qu'il fallait être né à Rome pour parler l'italien avec cette pureté. Son nom de famille était ignoré, son premier ouvrage avait paru 5 ans auparavant et portait seulement le nom de Corinne. Personne ne savait où elle avait vécu, ni ce qu'elle avait été pendant cette époque. Avant cette époque, elle avait maintenant à peu près 26 ans, ce mystère et cette publicité tout à la fois, cette femme dont tout le monde parlait et dont on ne connaissait pas le véritable nom, parurent à Lord Nelvil l'une des merveilles du singulier pays qu'il venait voir. Il aurait jugé très sévèrement une telle femme en Angleterre, mais il n'appliquait à l'Italie aucune des convenances sociales et le couronnement de Corinne lui inspirait d'avance l'intérêt que ferait naître une aventure de l'Arioste. Une musique très belle et très éclatante précéda l'arrivée de la marche triomphale. Un événement, quel qu'il soit, annoncé par la musique, cause toujours de l'émotion. Un grand nombre de seigneurs romains et quelques étrangers précédaient le char qui conduisait Corinne. « C'est le cortège des admirateurs », dit un Romain. « Oui », répondit l'autre, « elle reçoit l'encens de tout le monde, mais elle n'accorde à personne une préférence décidée. Elle est riche, indépendante, l'on croit même, et certainement, elle en a bien l'air, que c'est une femme d'une illustre naissance qui ne veut pas être connue. Oh, quoi qu'il en soit, reprit un troisième, c'est une divinité entourée de nuages. » Oswald regarda l'homme qui parlait ainsi, et tout désignait en lui le rang le plus obscur de la société. Mais dans le Midi, l'on se sert si naturellement des expressions les plus poétiques qu'on dirait qu'elles se puisent dans l'air et se sont inspirées par le soleil. Enfin, les 4 chevaux blancs qui traînaient le char de Corinne se firent place au milieu de la foule. Corinne était assise sur ce char construit à l'antique et 2 jeunes filles, vêtues de blanc, marchaient à côté d'elle. Partout où elle passait, l'on jetait en abondance des parfums dans les airs. Chacun se mettait aux fenêtres pour la voir et ces fenêtres étaient parées en dehors par des pots de fleurs et des tapis d'écarlate. Tout le monde criait « Vive Corinne, vive le génie, vive la beauté !» L'émotion était générale, mais Lord Nelvil ne la partageait point encore. Et bien qu'il se fût déjà dit qu'il fallait mettre à part, pour juger tout cela, la réserve de l'Angleterre et les plaisanteries françaises, il ne se livrait point à cette fête, lorsqu'enfin il aperçut Corinne. Elle était vêtue comme la Sibylle du Dominicain. Un châle des Indes entourait autour de sa tête et ses cheveux du plus beau noir entremêlés avec ce châle. Sa robe était blanche
Une draperie bleue se rattachait au-dessus de son sein, et son costume était très pittoresque, sans s'écarter cependant assez des usages reçus pour que l'on pût y trouver de l'affectation. Son attitude sur le char était noble et modeste. On apercevait bien qu'elle était contente d'être admirée, mais un sentiment de timidité se mêlait à sa joie et semblait demander grâce pour son triomphe. L'expression de sa physionomie, de ses yeux, de son sourire, intéressait pour elle, et le premier regard fit de Lord Nelvil son ami, avant même qu'une impression plus vive le subjuguât. Ses bras étaient d'une éclatante beauté, et sa taille grande mais un peu forte, à la manière des statues grecques, caractérisait énergiquement la jeunesse et le bonheur. Son regard avait quelque chose d'inspiré. L'on voyait dans sa manière de saluer et de remercier, pour les applaudissements qu'elle recevait, une sorte de naturel qui relevait l'éclat de la situation extraordinaire dans laquelle elle se trouvait. Elle donnait à la fois l'idée d'une prêtresse d'Apollon qui s'avançait vers le temple du soleil et d'une femme parfaitement simple dans les rapports habituels de la vie. Enfin, tous ces mouvements avaient un charme qui excitait l'intérêt et la curiosité, l'étonnement et l'affectation. L'admiration du peuple pour elle allait toujours en croissant, plus elle approchait du Capitole, de ce lieu si fécond en souvenirs. Ce beau ciel, ces Romains si enthousiastes et par-dessus tout Corinne, électrisaient l'imagination d'Oswald. Il avait vu souvent dans son pays des hommes d'État portés en triomphe par le peuple. Mais c'était pour la première fois qu'il était témoin des honneurs rendus à une femme illustrée seulement par les dons du génie. Son char de victoire ne coûtait de larmes à personne et nul regret, comme nulle crainte, n'empêchait d'admirer les plus beaux dons de la nature, l'imagination, le sentiment et la pensée. Oswald était tellement absorbé dans ses réflexions, des idées si nouvelles l'occupaient tant qu'il ne remarqua point les lieux antiques et célèbres à travers lesquels passait le char de Corinne. Et c'est au pied de l'escalier qui conduit au Capitole que ce char s'arrêta. Et dans ce moment, tous les amis de Corinne se précipitèrent pour lui offrir la main. Elle choisit celle du prince Castelforte, le grand seigneur romain le plus estimé par son esprit et son caractère. Chacun approuva le choix de Corinne. Elle monta cet escalier du Capitole, dont l'imposante majesté semblait accueillir avec bienveillance les pas légers d'une femme. La musique se fit entendre avec un nouvel éclat au moment de l'arrivée de Corinne. Le canon retentit et la sibylle triomphante entra dans le palais préparé pour la recevoir. Au fond de la salle où elle fut reçue était placé le sénateur qui devait la couronner et les conservateurs du Sénat. D'un côté, tous les cardinaux et les femmes les plus distinguées du pays, de l'autre, les hommes de lettres de l'Académie de Rome. À l'extrémité opposée, la salle était occupée par une partie de la foule immense qui avait suivi Corinne. La chaise destinée pour elle était sur un gradin inférieur à celui du sénateur. Corinne, avant de s'y placer, devait, selon l'usage en présence de cette auguste assemblée, mettre un genou à terre sur le premier degré. Elle le fit avec tant de noblesse et de modestie, de douceur et de dignité que Lord Nelvil sentit en ce moment ses yeux mouillés de larmes. Il s'étonna lui-même de son attendrissement, mais au milieu de tout cet éclat, de tous ces succès, il lui semblait que Corinne avait imploré par ses regards la protection d'un ami, protection dont jamais une femme, quelque supérieure qu'elle soit, ne peut se passer. Et il pensait en lui-même qu'il serait doux d'être l'appui de celle à qui sa sensibilité seule rendrait cet appui nécessaire. Dès que Corinne fut assise, les poètes romains commencèrent à lire les sonnets et les odes qu'ils avaient composés pour elle. Tous l'exaltaient jusques aux cieux, mais ils lui donnaient des louanges qui ne la caractérisaient pas plus qu'une autre femme d'un génie supérieur. C'était une agréable réunion d'images et d'allusions à la mythologie, qu'on aurait pu, depuis Sappho jusqu'à nos jours, adresser de siècle en siècle à toutes les femmes que leurs talents littéraires ont illustrées. Déjà, Lord Nelvil souffrait de cette manière de louer Corinne. Il lui semblait déjà, qu'en la regardant, il aurait fait à l'instant même un portrait d'elle plus vrai, plus juste, plus détaillé. Un portrait, enfin, qui ne put convenir qu'à Corinne.
Voilà, c'est la fin du chapitre 1 du livre 2 de Corinne ou l'Italie, un livre donc de Madame de Staël. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous réveillez. Salut!